Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour Équipe, un des premiers épisodes de Équipe politique avec Maxime, Bonjour tout le monde, bonjour Epicem. Candice Bonjour. et moi-même et on va parler de trois sujets, un en France, un européen et un à l'international. Alors on va commencer avec le premier sujet qui est la constitution française est-elle démocratique? Alors je passe la parole à Maxime du coup. Je te remercie. Donc, c'est une grande question et là qu'on peut traiter peut-être avec ce qui se passe actuellement dans le cadre de la réforme du système des retraites. Bon, déjà quand même dire que la Constitution française telle qu'elle est actuellement, donc celle qui prévoit la Ve République, il y a quand même des choses qui sont démocratiques dedans, hein. On n'est pas là pour dire que rien ne va, etc. Parce que ça garantit par exemple la séparation des pouvoirs, donc ça c'est important, c'est même indispensable pour toute démocratie fonctionnelle. Néanmoins, ce qu'on a pu voir, c'est que le gouvernement, enfin le parti gouvernemental n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc pour faire passer des lois, et notamment des lois qui lui sont chères ou qui sont importantes pour son programme politique, telles que la réforme des retraites justement, et ben pour éviter d'avoir une déconvenue à l'Assemblée, ils vont utiliser ce que permet et prévoit cette constitution de la Ve République avec l'article 49.3 qui permet justement de se dispenser du vote de l'Assemblée nationale. Donc là, ça pose une vraie question démocratique. Mais peut-être que toi, comme tu es en... Je me permets de dire que tu es en première année de sciences politiques, peut-être que tu peux un petit peu parler de ça, de ton point de vue d'étudiante. Mon point de vue. Je suis d'accord sur le fait que c'est assez mitigé, que techniquement on est sur une constitution qui est de 58 et qui a été révisée pour faire en sorte qu'elle soit démocratique. Cependant, ça diverge dans l'application en fait de cet article. Le 49.3 est un article du coup comme Maxime l'a dit, qui propose de faire passer des lois qui n'ont pas forcément été votées. Mais aussi, si on va un peu plus loin dans l'article, on apprend que dans le cas d'une motion de censure que peuvent poser l'Assemblée nationale, ça dissout totalement le gouvernement. Donc il y a aussi cette protection. Je suis pas là pour faire l'avocat du diable, Non, mais c'est clair, mais il c'est faut. aussi pour montrer qu'il y a aussi cette protection de cet article. Cependant, on peut remarquer que dans le dernier mandat, l'article-là a été utilisé beaucoup trop de fois. Et dans le cas actuel, avec toutes les manifestations par rapport à la réforme des retraites, on peut se rendre compte que le peuple euh, n'est pas d'accord en fait avec cette réforme et n'est pas d'accord avec ce 49.3. Il y a eu beaucoup de manifestations, ça continue encore moins qu'avant, mais ça continue encore à l'heure actuelle. Et on peut demander à la plupart des personnes dans la rue, elles ne sont pas d'accord avec cet article. Et du coup, c'est là où on peut remettre en question, puisque la démocratie, c'est vraiment le peuple qui a le pouvoir, et c'est pour le peuple. Donc, c'est là où on peut se poser des questions. Est-ce qu'on suit vraiment la Constitution, ou alors on écoute plus le peuple qui est censé représenter le pouvoir? Mais c'est très intéressant, je trouve que tu parles effectivement de la motion de censure qui est associée à cet article 49.3, parce que l'argument fondamental de la Macronie, enfin de tous les députés macronistes et de tout le gouvernement, c'est de dire, bah si quand même, les parlementaires ont pu voter, parce qu'effectivement, lorsque le gouvernement passe en force une loi avec le 49.3 donc qui prive les députés de l'Assemblée nationale de se prononcer sur ce texte. En retour, il y a ce garde-fou que tu as mentionné, qui est la motion de censure, et les députés peuvent justement décider de ne plus accorder la confiance à la première ministre et à son gouvernement. Donc là, si cette motion de censure était adoptée, le gouvernement tombe et de nouvelles élections législatives devraient être convoquées. Or, on voit bien quand même que, alors certes, c'est une forme de vote, c'est vrai, mais il y a une grande différence entre voter non pour un texte de loi particulier et de voter non à tout un gouvernement, et qui implique en plus pour de nombreux députés de devoir remettre en jeu dans la compétition électorale leur poste. Oui. Et donc, je pense aussi que, et notamment
les députés de droite qui sont très hypocrites parce qu'eux aussi veulent reculer l'âge de départ à la retraite, auraient voté contre le texte de loi par opportunisme, mais on a bien vu justement qu'ils ont eu peur de remettre en jeu leur propre mandat, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas voté la motion de censure. Donc ça pose de vrais problèmes démocratiques pour le coup. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, du coup je parle peut-être trop, mais le Conseil de l'Europe, donc alors c'est une grande institution qui dépend pas de l'Union européenne, mais qui rassemble tous les pays du continent européen et même la Russie, s'est prononcé sur cet usage immodéré de l'article 49.3 par le gouvernement français, et rappelle à juste titre que la France est la seule démocratie parlementaire à avoir cette possibilité-là, de pouvoir faire passer une loi en contournant le vote des parlementaires, et rappelle que si c'est constitutionnel, parce qu'effectivement c'est prévu par la Constitution française, c'est pas vraiment, même pas du tout démocratique. Et c'est pas un hasard finalement que cette Constitution-là prévoit cette possibilité-là pour le pouvoir exécutif de pouvoir faire passer un petit peu ce qu'il veut sans tenir compte de l'avis de ses députés, parce que c'est une Constitution de guerre. Je rappelle qu'en 58, on est en plein pendant la guerre d'Algérie, et que le pouvoir exécutif cherche à se ménager un peu des possibilités de faire triompher sa propre volonté en contournant les députés, quoi. Donc c'est une constitution de guerre qui correspond à une époque particulière, et là c'est devenu complètement anachronique. Enfin, on n'est plus du tout dans la même temporalité. Pardon, et donc ça pose la question de sa pertinence, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de partis de gauche, et notamment la France Insoumise, qui proposent de dépasser cette 5e République, d'abolir le 49.3 et de prévoir justement une nouvelle constitution par une assemblée constituante populaire, comme ce qui se passe, d'ailleurs c'est pas très heureux, mais comme ce qui s'est passé récemment au Chili. Et donc ce serait peut-être un moyen de sortir de cette crise démocratique vers le haut. Oui, parce que pour revenir sur ce que tu as dit, c'est vrai que la Constitution, elle a été créée vraiment pendant la guerre d'Algérie. Il y a eu des discours précurseurs, le discours de Bayeux, il me semble, de Charles de Gaulle. Ça, c'est toi la pro. Qui a du coup qui a mis en avant beaucoup de points qu'il souhaitait mettre en place pour une Constitution. Cependant, ça a été fait, comme tu l'as dit, dans un contexte de guerre, et en fait, ça s'adapte au moment. Mais c'était pas une constitution qui était censée durer sur le long terme, en fait. Et voilà, aujourd'hui on se retrouve un peu au pied du mur, un peu entre est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie, est-ce que c'est vraiment démocratique, le peuple veut quelque chose mais l'État souhaite quelque chose d'autre, est-ce que toutes les personnes du peuple également sont renseignées réellement sur la question et peuvent en fait prendre part quelque sorte au choix, on va dire, parce que on sait pas forcément tout ce qui se passe à l'intérieur du gouvernement et autres. Mais c'est vrai que là, on est dans un point culminant en fait de notre société, ou de notre époque du moins, qui va nous montrer en fait si on va rechanger, ou alors dans l'idéal ce serait de faire un référendum en utilisant l'article 11 ou 69 ou je sais pas, mais qu'il y ait un appel au peuple qui puisse voter et donner son avis quant à la chose, parce que c'est quand même lui le souverain en quelque sorte. Ipsissam, quelque chose à rajouter ou pas ? Non, j'ai rien à rajouter. C'est vrai que dans une démocratie normale et fonctionnelle, c'est le peuple qui devrait être souverain, c'est le peuple qui devrait être capable de décider par et pour lui-même. Mais on voit bien que le bloc bourgeois, enfin que le pouvoir macroniste en tout cas, a peur du vote du peuple, parce qu'il sait très bien que cette réforme, elle est impopulaire, elle est largement rejetée, tu l'as bien rappelé. Et donc, il court-circuite, grâce à cette même constitution, toutes les possibilités de vote, soit par les représentants du peuple que sont les députés, soit par le peuple directement lui-même sous la forme d'un référendum. Et ce qui est en plus, ce qui est complètement fourbe pour le coup, c'est que dès qu'une force politique d'opposition critique cet usage immodéré du 49.3, le fait que ce soit pas si démocratique que ça, etc., les macronistes vont hurler au scandale, au fait que c'est un discours anti-républicain,
républicains, qu'eux sont les défenseurs de la République et donc de l'ordre, etc. Et donc les oppositions cherchent à imposer le désordre, etc. Donc voilà, il y a tout un jeu de dupes comme ça qui est vraiment pas bon pour notre démocratie. Et c'est pour ça qu'on vient de se faire taper sur les doigts justement par le Conseil de l'Europe. Et même toute la presse étrangère, que ce soit dans les pays voisins européens ou ailleurs, hallucine vraiment et découvre cet usage du 49.3 qui, pour eux, de leur point de vue d'autres démocraties nationales, est complètement absurde. Il existe qu'en France ? Ouais. Il y a qu'en France où il y a cette possibilité pour l'exécutif de court-circuiter complètement le vote des parlementaires. Mais il n'y a pas un nombre maximum ? Alors, si. Moi, je ne connais pas, mais ça, toi, peut-être que tu sais mieux que moi. Non, je ne sais plus du tout. Parce qu'ils l'ont utilisé 11 fois cette année, non ? Oui, mais alors, le truc, c'est qu'ils peuvent l'utiliser selon les thématiques dans lesquelles s'inscrivent les projets de loi. Et ils ont un peu tordu le cou à cette règle-là, parce que le projet de loi de réforme des retraites, ils l'ont... Parce qu'ils avaient déjà brûlé toutes leurs cartes pour... je crois pour les lois de programmation financière, mais je ne suis pas sûr. Et ils ont fait passer la loi de réforme des retraites dans un autre créneau, alors qu'en fait, ça aurait dû s'inscrire dans le premier où vous ne pouvez plus utiliser le 49.3. Mais comme ça, ils l'ont fait passer dans un autre. Il y a des formes de sessions, en quelque sorte, où ils se réunissent. Il y en a, il me semble, 2 par an. Et tu as des trucs économiques, des choses comme ça. Et ils voient des points, et en fait, ils les ont fait passer dans d'autres catégories, en fait. Mais comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y avait aussi, il me semble, Amnesty International qui s'était penché aussi sur le cas et qui avait alerté quant aux droits de l'homme, parce que là, ce qu'on remet en question, c'est presque les droits de l'homme, puisque comme on voit comment c'est parti avec les manifestations et comment les manifestations ont été gérées par le gouvernement. Ouais, c'est clair. Et les policiers. Oui, voilà, et les policiers, j'ai vu des vidéos d'étudiants qui étaient mis à terre et des choses comme ça, et même moi qui, du coup, suis d'Île-de-France, j'ai pu me rendre là-bas et voir, et je me suis fait gazer de nombreuses fois alors que je suis étudiante et j'aurais pu tout simplement me promener dans la rue en fait, ou être pacifiste, ce que je suis. Et en fait, on voit que cet usage de la force, elle montre soit un très gros problème en fait sociétal, ou une peur en fait du coup de cette élite bourgeoise qui a peur du peuple, qui au final en fait on est plus nombreux. Peut-être qu'on n'a pas l'argent ou des choses comme ça, mais on est beaucoup plus, et c'est ça qui les terrifie, parce qu'au final, tout le pouvoir que eux ils ont, c'est qui leur donne ? C'est nous qui leur donnons. Et du coup, si on leur retire, si on commence à réaliser des choses, se pencher vraiment sur le problème et se rendre compte que non, on n'accepte pas et on ne veut pas de leur réforme, c'est là où ils commencent à avoir peur, parce que c'est nous-mêmes qui donnons leurs privilèges à ces personnes-là, en fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, ce pouvoir, effectivement, comme tu le dis, comme il n'y a aucun consentement populaire pour les réformes qui sont en train de faire passer, donc il ne tient que par sa police. Et c'est pour ça que depuis la mobilisation du 49.3 pour éviter un vote sur les réformes des retraites, il y a eu une intensification de la répression policière des manifestations, et ça a donné lieu à des scènes complètement folles. Moi, je manifestais le soir du 49.3 place de la Concorde. Les flics nous ont fait sortir, donc on a joué le jeu, donc on a suivi leur chemin qui le préparait pour nous, puis après on s'est refait gazer, courser, puis nasser, et dans la nasse, avant de se faire interpeller pour la garde à vue, il y avait 3 personnes qui étaient là vraiment par hasard et qui sortaient juste de chez elles, qui n'étaient même pas allées manifester préalablement. Et en même temps, je dis ça, et en même temps, c'est choquant que je dise ça, parce qu'on en vient en appuyant sur le fait que même des individus lambda peuvent se faire choper par les flics comme ça, on en vient en creux à justifier le fait que les flics ont le droit, ou auraient le droit de mettre un terme à des manifestations non déclarées, ce qui est pas le cas, et à placer des centaines de personnes en garde à vue sans aucun motif valable. Parce que sur les 350 personnes qui ont été placées en garde à vue cette nuit-là, il n'y en a même pas un dixième qui ont été déférées devant la cour. Et parmi celles qui ont été déférées devant la cour, il n'y a qu'une personne qui a eu une légère condamnation. Donc c'est vraiment, c'est pour instiller la peur
et pour faire en sorte que les gens n'aillent plus manifester, rentrent chez eux et qu'on passe à autre chose. Mais même quand on voit à la télévision, tout ce qui est les reportages en fait, sur les manifestants, en fait, ils montrent une violence. Je vais parler de mon cas personnel. Du coup, moi, j'étais aussi à la manifestation, c'était la veille, il me semble, du 49-3, moi. Et pareil, ils avaient recours à la force sur des photographes, qui sont des personnes qui sont là pour faire un travail. Enfin, c'était un photographe, un jeune, je sais pas si c'était vraiment son travail, mais du moins, il prenait des photos et il était avec les personnes qui prenaient des photos. Et même, du coup, ce que je disais sur les médias, on voit que beaucoup de militants sont montrés en fait comme étant méchants. Et moi qui viens d'une campagne, je sais que mes parents avaient peur en fait que j'aille manifester à cause des manifestants et pas du tout à cause de la police qui, au final, je me suis pas fait agresser par des manifestants, je me suis fait gazer, je me suis fait nasser par la police qui est censée au contraire nous protéger à la base, qui là au contraire s'attaque à nous et à notre enfin c'était vraiment des attaques physiques. Donc voilà. Et pour répondre du coup à votre question, depuis la révision constitutionnelle de 2008, le 49.3 il est limité à un seul texte par loi de session parlementaire. Donc c'est pour ça du coup qu'ils ont dû trouver des subterfuges pour... Vu qu'il y a 2 sessions par an, ils ont dû la placer dans une autre session, je pense. Voilà. Ok, bah, c'était très intéressant tout ça. On va passer très inquiétant surtout. Ouais. On va passer au sujet 2, qui est le naufrage du bateau migrant en Grèce. Alors ouais, c'est un truc vraiment effroyable en fait. Si je dis pas de bêtises, c'était dans la nuit de lundi à mardi, il y avait une embarcation qui transportait plusieurs centaines de migrants qui n'avaient pas de gilet de sauvetage en plus, et qui étaient qui étaient bien trop nombreux pour le bateau quoi. Voilà, c'est ça, pour le bateau qui avait comme ligne de mire d'atteindre les côtes italiennes. Et au large de la Grèce, ils ont commencé à avoir des problèmes, etc. Donc le bateau a coulé, il y a eu plein de morts, il y a eu près de 80 morts, voire même plus, c'est pas encore arrêté à ce stade. Et c'est le drame humain là, le plus lourd depuis très longtemps, même s'il y a presque quotidiennement des gens qui meurent dans la Méditerranée. Peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais pour le coup, la responsabilité ici, elle est collective. Et c'est celle de l'Union européenne et de tous les États membres qui la composent, dont la France. Nos politiques migratoires elles tuent. Mais comme c'est des Africains, des Arabes, tout le monde s'en fout. Alors on peut larmoyer 5 minutes et puis après on passe très vite à autre chose. Et ça c'est très grave que les morts soient devenues si fréquentes, que ça nous affecte à peine et que les grands médias en parlent. Là, ils sont obligés d'en parler. Mais on n'en parle déjà plus. Comme si c'était normal, quoi. Comme si c'était normal. Et puis après tout, il y a cette petite musique. Et là, si c'est dangereux, il ne fallait pas monter dans le bateau. Puis que les Français ne veulent pas plus d'immigrés. Donc voilà, donc il y a cette justification morale et politique portée par l'extrême droite et qui se diffuse dans toute la société pour dire finalement que les migrants ne doivent pas venir. Et ça, c'est vraiment gravissime. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, je vais encore une fois parler des médias. Du coup, j'ai lu quelques articles. Et ce qui m'a le plus sauté aux yeux, on va dire, c'était le fait que ce qui soit mis en avant soit pas le nombre de morts. D'ailleurs, on en a parlé un peu avant l'émission, du fait que le nombre de morts ne soit pas vraiment donné. On est sur 79, mais on ne sait pas vraiment. Il y en a qui disent des centaines, voilà. Mais par contre, la rapidité à laquelle ils ont trouvé déjà, soi-disant 9 passeurs égyptiens qui auraient été du coup en contact avec les personnes-là et qui sont déjà dans des... ils commencent déjà à faire des plaidoiries, des choses comme ça, voilà, montre que en fait, l'impact, c'est que là, ils sont plus à la recherche des personnes qui ont fait passer, voilà, que de se dire, ok, c'est de notre faute, on n'a peut-être pas eu une politique de migration qui est bien, à cause de nous et du fait qu'on ne veuille pas forcément accueillir tout le monde. Ça fait que des centaines de personnes décèdent en mer et voilà, et c'est un drame effroyable qui s'est produit et le problème c'est que c'est pas
c'est pas le premier et c'est certainement pas le dernier qui va se produire. Voilà, donc on est face à ça et maintenant c'est peut-être le moment de sensibiliser le plus de personnes aussi par rapport à ça. C'est clair. Et on parlait un petit peu plus tôt du fait que la responsabilité était collective. Et il s'avère que les agents de Frontex, donc Frontex pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la police extérieure un petit peu de l'Union européenne. Et vraiment son job premier, c'est de faire la chasse aux migrants. C'est de transformer l'Europe en une forteresse où il y a le moins de migrants possible qui rentreraient à l'intérieur. Donc ces missions de base sont déjà clairement discutables. Et là, dans les médias, quand même, dans certains médias alternatifs de gauche, etc., c'est les seuls qui traitent correctement de la question. On dit que les gardes-côtes grecs et les policiers maritimes, je ne sais pas très bien comment dire, de l'agence Frontex, ont vu qu'il y avait un problème avec cette embarcation, mais ne sont pas intervenus. Parce que ce qui se passe selon les accords de Dublin II qui définissent vraiment la politique migratoire européenne, c'est que lorsqu'un extra-européen met le pied dans l'Union européenne, du coup, il faut qu'il reste sur cet État membre, et c'est à ce niveau-là que sa demande va être traitée, etc., etc. Sauf que la plupart des migrants veulent pas rester en Grèce ou veulent pas rester en Italie, ni en France d'ailleurs. Ça c'est très bien démontré avec Calais. Ils veulent tous aller en Angleterre parce qu'ils ont de la famille là-bas, parce qu'il y a des liens liés à la période coloniale souvent. La langue, oui. Voilà, la langue, pour plein de raisons. Et puis aussi, il y a peut-être qu'en Grande-Bretagne, même s'il y a aussi beaucoup de racisme, c'est peut-être moins tendu qu'en France à ce niveau-là. Ouais. À vérifier. Mais donc voilà, le fait que il n'y ait pas de discussion collective sur la liberté de circulation des migrants et que toutes les responsabilités soient en fait confiées aux États membres de l'Union européenne qui sont les plus près des territoires où on va immigrer vers l'Europe, ça fait que du coup les gardes-côtes grecs ne font rien parce qu'ils veulent pas traiter le problème. Et en même temps, c'est quand même très cynique ce que je vais dire, mais c'est sûr que vu que les Français, par exemple, rechignent tout le temps pour accueillir des migrants s'il y a un autre drame maritime comme ça, et qu'on va préférer que ce soit les Italiens qui les prennent. Enfin, voilà, il y a ce jeu de patates chaudes comme ça qui fait que ça favorise les comportements ignobles comme ceux des gardes-côtes grecs, parce que la responsabilité, l'effort ne sont pas partagés. Mais voilà, en fait, on déshumanise déjà, je trouve, dans l'Europe, les personnes migrantes. C'est, comme on dit, hein, une vie est égale à une vie en soi. Ouais. Donc, je suis assez en colère, on va dire, contre l'Europe vis-à-vis de ça, parce qu'ils ferment les yeux sur des choses et en fait, ils se lancent la balle, on va dire, en quelque sorte. C'est non, c'est toi qui vas les prendre, non, ce sera nous. Enfin, comme si c'était des personnes qu'on ne voulait pas aider et quand on les aide un peu sans forcément le vouloir, quoi. Et ça c'est très bien, de toute façon ça s'est très bien vu avec, ça fait le lien avec le troisième sujet, mais non pas du tout en fait, non. Mais l'Ukraine j'allais dire, mais le lien avec l'Ukraine c'est que par exemple moi je connais une personne qui donnait des cours de français à des personnes migrantes qui venaient d'Iran, des femmes, qui lui a confié, elles leur ont confié des choses très difficiles sur leur passé, leur mode de vie là-bas, comment elles ont fait pour venir en France. Et on leur avait promis, après, il me semble que c'était genre 3 ans ou un temps de formation où ils apprenaient le français, de pouvoir rester en France et voilà. Et en fait, avec la guerre en Ukraine, ils ont renvoyé ces femmes-là dans leur pays pour prendre les Ukrainiens. Pour prendre des Ukrainiennes qui du coup étaient en guerre. Et en fait, la question c'est pas quelle personne souffre le plus entre les Ukrainiens et les Iraniennes, mais c'est plus de voir qui en fait on choisit d'aider et pourquoi. On prend que les blancs, quoi. On prend que des blancs, mais on prend des blancs pourquoi
en fait. Parce ils vous diront pas pourquoi ils prennent des blancs. Ils prennent des blancs parce que c'est plus simple, on va dire, à s'adapter par rapport aux cultures. Ça va être plus, voilà, selon eux, bien sûr. Ouais. Voilà, mais ce qui fait qu'on a promis des choses, voilà, qui n'ont pas été abouties, qui n'ont pas... Voilà, et moi je pense à toutes ces femmes qui ont dû repartir, revivre ce qu'elles avaient déjà vécu et pourquoi pourquoi elles étaient venues ici, en fait, chercher du secours. Et du coup, c'est terrible de voir du coup cette déshumanisation de ces personnes et le fait qu'on les prenne pas en compte. Et il y a très peu, en fait, de personnes qui souhaitent réellement, en fait, aider, je trouve, toutes ces personnes migrantes. C'est plus des belles paroles, en fait. Mais c'est grave hypocrite. Hein. Ouais, c'est hyper hypocrite. Puis enfin, ce que tu dis, c'est très juste parce que les réfugiés ukrainiens qui fuient une guerre atroce, qui fuient des bombardements, qui fuient l'absence de projection dans l'avenir là-bas. Parce que c'est ça, en fait, quand ton pays est en guerre, bah, qu'est-ce que tu peux faire avec tes enfants, enfin, forcément tu pars. Après, on dit pas qu'on ne doit pas les aider. Hein. Mais voilà, ce qu'on constate, c'est que l'Union européenne et les pays européens traitent les réfugiés ukrainiens comme des vraies personnes. Alors que, comme tu l'as très bien dit, les Africains, les Arabes, les Pakistanais, les Afghans, etc., eux sont déshumanisés. C'est une masse qui est pas identifiée, dont les mœurs sont considérées comme être trop différentes, bizarres, violentes, etc. Et donc, là, cette déshumanisation-là, elle est complètement raciste, d'ailleurs, bien évidemment. Mais pour faire le lien, justement, avec le troisième sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est que on voit bien que la Russie occupe une partie du territoire ukrainien et en bombarde une autre et mène une guerre contre d'autres. Voilà. Très bien. Que fait l'Union européenne ? Des sanctions économiques. Boycott la Russie. Boycott, etc. Israël occupe des parties du territoire palestinien. Moi, je pense depuis 48, en fait. D'autres diront que depuis 67, etc. Mais ça, justement, c'est peut-être qu'on va pouvoir discuter après. Mais bon, indépendamment de cette question-là, Israël occupe des territoires qui ne sont pas les siens au regard du droit international. Israël mène des incursions militaires dans des territoires qui ne sont pas les siens. Et Israël n'est pas boycotté. Qu'est-ce qu'on a ? Non, il n'y a pas de boycott étatique contre Israël, etc. Donc il y a ces deux poids, deux mesures. Voilà. Après, la même violence, et voire même c'est une violence encore plus structurelle, encore plus longue. Ouais. Et donc il y a cette hypocrisie qui de toute façon, enfin je veux dire, ne trompe personne dans le reste du monde. Ça nous choque même plus. C'est-à-dire, nous là, on a l'impression, déjà personne n'entend parler de la Palestine ici, ou alors tout le monde s'en fout, je sais pas. On entend juste ce qui se passe par rapport à l'Ukraine, mais dans le reste du monde, tout le monde voit ce qui se passe. Tout le monde voit comment les Occidentaux traitent Israël, parce que c'est dans leur intérêt direct à eux de bien traiter Israël, même si ils violent quotidiennement le droit international et les droits de l'homme des Palestiniens, alors que face à la Russie, ils haussent le ton, ils prennent des sanctions, etc. Mais ça, c'est quelque chose dont je me suis pas mal questionnée. C'est le lien qu'on a. Je vais peut-être donner une théorie ou parler de mon ressenti qui n'est peut-être pas une vérité absolue. Mais la France a toujours eu ce lien avec les États-Unis très fort. On a vraiment été... Non mais c'est vrai, on a toujours été avec les États-Unis, que ce soit dans la Seconde Guerre, on a toujours eu ce lien de transactions économiques, de choses comme ça. On a besoin des États-Unis comme eux ont besoin de nous, mais la France a plus un besoin de reconnaissance envers les États-Unis. Et c'est pour ça que je pense que la France, elle est tout de suite un peu rentrée dans le conflit également avec l'Ukraine, parce que qui est un peu l'ennemi également des États-Unis, ça reste aussi la Russie en fait. Du coup, la France a aussi cette image de se montrer comme un peu comme sauveur, quelqu'un qui vient aider aussi l'Ukraine, voilà, parce qu'on est contre la Russie, voilà que c'est comme ça. On peut parler de la guerre froide aussi. Oui, on peut totalement parler de la guerre froide en fait. C'est que la Russie aussi, elle a été mise... la France a une très mauvaise vision de la Russie. On peut regarder ça dans les livres d'histoire. On n'apprend pas que la Russie ont été les gentils de l'histoire.
Et en fait, on voit que du coup, on se fait passer pour des personnes bien, on est là, on aide, on met des petits drapeaux de l'Ukraine en haut sur TF1, des choses comme ça. Mais quand il s'agit de problèmes qui sont beaucoup plus Poussé. beaucoup plus marqués en fait, déjà dans le temps. Ça fait longtemps qu'il y a ces conflits entre guillemets et que la Palestine est totalement sous soumission de l'Israël, mais comme les États-Unis sont également derrière Israël, eh ben on dit rien parce qu'en fait on ne peut pas s'opposer, la France n'arrive pas à s'opposer face aux États-Unis. Et c'est pour ça qu'on les soutient. Et c'est aussi une question économique. Et c'est là où on revient encore une fois face à l'hypocrisie en fait du gouvernement français qui vient se faire passer pour des héros vis-à-vis de certains pays, mais qui derrière vont totalement soutenir d'autres actes. Pour citer le génocide Tutsis qu'il y a eu au Rwanda, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, la France était clairement au courant de certaines choses et a préféré fermer les yeux puisque ça l'a arrangé en fait. Et a fait plus d'ailleurs. A fait clairement plus. Et c'est là en fait, est-ce qu'on serait pas en quelque sorte complice de ce qui arrive à certains peuples, mais comme en fait ce sont des peuples qui sont, on va dire, trop éloignés de nous, trop éloignés de l'Europe, et bah on ne s'attarde pas à ces choses-là. C'est comme ce qu'on disait vis-à-vis de l'Afrique, voilà, tout ça. C'est que c'est triste à dire, mais dans l'inconscient des personnes, je pense, qu'il y a cette notion de l'Afrique, c'est pauvre, on va dire. Et en fait, ça sera comme ça sera toujours comme ça, et ça va rien changer qu'on les aide serait-ce qu'un peu. Mais au final, si on pense comme ça, on n'avance pas forcément. Et puis voilà. Dans ce que tu as dit, il y a plein de choses justes, mais il y a aussi quelques trucs qu'il faut quand même rappeler et qui sont même utiles politiquement, je pense. Alors c'est sûr que la Macronie en ce moment tire beaucoup d'intérêt à se mettre en avant comme une des nations européennes qui va le plus soutenir l'Ukraine et son peuple, etc., au nom des valeurs européennes partagées, la démocratie, etc. Très bien. Donc ça leur apporte du capital politique et économique à très peu de frais. Par contre, ce que tu as dit sur le lien France-États-Unis, c'est plus compliqué que ça. Charles de Gaulle avait été très vexé à la fin de la Seconde Guerre mondiale d'avoir été relégué au second plan par les États-Unis. Et donc, il était vraiment vexé comme un pou parce qu'on ne l'a pas invité pour les grandes conférences qui après ont redessiné un petit peu la carte européenne, etc. Et donc, il s'est senti vraiment personnellement très très vexé. Et ça, c'est très bien documenté par énormément d'historiens. Et donc, il est sorti du commandement intégré de l'OTAN. Donc, il a rompu avec l'OTAN. C'est Sarkozy qui a remis la France dans le commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire qui a refait de la France un membre à part entière de l'OTAN. Donc il y a eu quand même toute une période de Gaulle à Sarkozy où la France était en dehors de l'OTAN, quasiment. Et donc ça montrait bien qu'au sein du bloc occidental, il y avait quand même des tensions, des rapports de force, des fissures et des coupures. Et il y a aussi, pour rendre justice à une certaine politique étrangère de la France, je vous rappelle que, et donc ça, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le faire, ça peut se trouver très rapidement sur Internet, le discours de Dominique de Villepin, qui était ministre des Affaires étrangères de Chirac, et qui s'est opposé à l'entrée de la France dans la guerre en Irak, suite aux attentats du 11 septembre. Donc on sait depuis que toutes les pièces apportées par l'administration Bush pour justifier leur invasion militaire de l'Irak, qui a causé par la suite des centaines de milliers de morts et qui ont encore de très lourdes répercussions politiques qui n'en finissent pas de produire des effets dévastateurs. On sait qu'ils ont menti. Et donc c'était tout à l'honneur de l'État français de refuser ce jeu impérialiste. Et ils l'ont fait. Donc, et par contre, depuis Sarkozy, il y a cette volonté de rattacher un petit peu le train de l'atlantisme, de l'axe avec l'OTAN, etc. Donc, tu vois, la France, c'était quand même...
Et c'est d'ailleurs Mélenchon dit pas autre chose. Et je pense que même lui, il va plus loin parce qu'il dit qu'il faut sortir de l'OTAN. Mais il dit pas ça comme ça. Il s'appuie justement sur cette tradition de politique étrangère française là, selon laquelle la France a souvent été très critique vis-à-vis des États-Unis et ne l'a pas suivi comme un petit toutou, hein, comme ce qu'a toujours fait, peut-être ce que fera toujours, je sais pas, je le souhaite pas, mais qui sait, la Grande-Bretagne avec le grand frère américain, quoi. Donc ouais, voilà. On a déjà commencé l'international en fait. Donc on passe au sujet 3, qui porte sur est-ce que le conflit israélo-palestinien existe vraiment. Alors ça c'est un titre qui est fait pour choquer, hein. Ouais. Parce qu'on sait tous très bien ici qu'il y a plein de morts palestiniens presque tous les jours. Que la Palestine n'en finit pas de se faire effacer son histoire, sa culture, ses terres, et toutes ses traditions par Israël. Mais en posant cette question, on a voulu réagir sur la pertinence, ou plutôt la non-pertinence d'ailleurs, du qualificatif conflit israélo-palestinien pour caractériser ce qui se passe là-bas. Parce qu'effectivement, un conflit, ça suppose qu'il y a deux parties également légitimes. Qui se battent tous les deux. Qui se disputent, voilà, comme un conflit familial entre un frère et une sœur pour savoir qui peut choisir le programme qu'on va regarder à la télé ce soir. Toi tu l'as fait 2 fois la semaine dernière. C'est mon tour, oui, mais c'est mon anniversaire ce soir, donc j'ai le droit, voilà, conflit. Or là, c'est pas du tout ce qui se passe. C'est pas un conflit, non. C'est pas du tout ce qui se passe. La création de l'État d'Israël, je pense que c'est ça qu'il faut... Enfin, même ceux qui soutiennent Israël ne voient jamais ça. Que la création d'Israël, c'est la destruction de la Palestine. C'est la destruction de la Palestine. C'est la destruction d'un rapport à la terre, d'une manière de faire société, de toute une tradition, de culture, même de faire vivre la souveraineté. Non, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'État, c'est ça. Okay. Et d'ailleurs, c'est un argument des sionistes de dire « Ouais, mais de toute façon, il n'y avait pas d'État palestinien. Okay. On s'en fout, en fait. C'est que en Palestine, il y avait des musulmans, des chrétiens, et même une importante minorité juive, qui étaient tous... Palestiniens. Il y a... Elias Sambar, qui est, parce qu'il est pas encore mort, c'est un Palestinien de la diaspora, quelqu'un de très important, un grand intellectuel, un mec vraiment formidable, qui a dit un jour, donc je le paraphrase certainement très mal, mais qui ont dit que les Juifs étaient palestiniens et que les Palestiniens étaient tous juifs. Comme les Palestiniens étaient tous musulmans, comme les Palestiniens étaient tous chrétiens. Ça veut dire qu'il y avait cette habitude, cette cohésion, même s'il y avait des communautés qui n'étaient pas toujours ensemble, mais qui appartenaient au même monde. Et la création de l'État d'Israël, par contre, ça a cassé tout ça. Et d'ailleurs, ça n'a pas que colonisé, c'est peut-être anecdotique ce que je dis, mais là j'y pense, donc j'ai envie de le partager avec vous. La création de l'État d'Israël, ça n'a pas que colonisé les musulmans et les chrétiens de Palestine, ça a aussi colonisé les juifs de Palestine, qui étaient palestiniens, qui parlaient l'arabe, qui vivaient dans cet équilibre, dans cette société foncièrement multiculturelle et qui, du jour au lendemain, sont devenus israéliens, sionistes, dans un État strictement juif. Ça, c'est une forme aussi de colonisation. Donc voilà. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu penses de cette histoire de conflit ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors moi, à la base, j'arrive à saisir l'envie des personnes juives d'avoir un État qui est à eux, en fait, un État
dans lequel ils peuvent vivre parce qu'ils sortent de la Seconde Guerre mondiale. Il y a déjà eu beaucoup d'attaques antisémites par le passé, même avant la Seconde Guerre mondiale, énormément d'antisémitisme, énormément de rejet en fait des juifs dans la société, et peut-être ce besoin d'avoir un endroit en fait en quelque sorte où être. Et je fais pas du tout l'apologie d'Israël car je suis tout à fait contre, et c'est là où je vais en venir. C'est que cette idée est tout à fait honorable. Cependant, le fait de venir sur une terre pour coloniser un peuple et dire bon bah on a besoin d'une terre pour nous pour être ensemble, on va vous la prendre, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. C'est là où tu avais dit du coup ce terme conflit qui sous-entend que les deux côtés sont légitimes, mais aller trouver la légitimité en fait d'Israël en Palestine, parce qu'ils ont aucune légitimité d'être là, ce n'est pas leur terre. Donc certains diront que il y a 3000 ans, il y a c'était 3000 notre terre, exactement. on était là. Et donc, Sauf que- et il y en a même qui vont jusqu'à dire que du coup, ce sont les Palestiniens qui sont en fait des intrus, qui sont c'est eux qui arrivés ont plus tard. colonisé, genre. Donc, du coup, oui. nous, on ne fait que reprendre nos terres. Exactement. Donc, En fait, c'est ça, sauf que même, je sais qu'il y a aussi énormément le côté religieux qui est venu, le fait que ce soit une terre sacrée, en fait, qui a fait que les deux parties ne veulent pas abandonner, en fait, cette terre. Mais c'est même pas une question d'abandonner, en fait, c'est une question de... Ça ne leur appartient pas, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que... même s'il y a... en fait, on s'en fout s'il y a 4000 ans, ça appartenait à un peuple juif. Enfin, ce qui nous importe, c'est l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, Israël est en train de soumettre un peuple à quelque chose qu'il n'a pas forcément demandé. Et là, ça fait maintenant des dizaines d'années que le conflit entre eux deux, cette guerre entre les deux pays continue, en fait. Ça fait 75 ans, non? ben ouais, ça fait. Ouais. Et puis même avant la création de l'État d'Israël, il y avait eu des heurts déjà intercommunautaires dans la Palestine qui était administrée à l'époque par les Britanniques. Mais ouais, c'est ça. Ça fait Oui, c'est ça, 75 ans que ça dure et c'est loin d'être fini. C'est un peuple en fait qui n'a rien demandé, qui du jour au lendemain a vu sa vie basculer sur plusieurs générations. Ouais. En fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que c'est pas comme une guerre qui va durer 4 ans, 5 ans, c'est que là ça fait plusieurs générations qui ne connaissent pas la paix en fait. Vraiment le fait d'être Voire dans... qu'ils ne connaissent même pas leur terre, parce que la création de l'État d'Israël en 48, donc il y a eu une guerre forcément. Oui. D'ailleurs, les premiers dirigeants sionistes et notamment le premier ministre israélien qui s'appelait David Ben Gurion a écrit, dit sur tous les tons que si lui était palestinien ou était arabe de la région, jamais il n'aurait accepté la création d'un État juif sur la Palestine historique. Donc tout le monde savait qu'il y aurait une guerre, donc ça n'a pas loupé. Et à l'issue de cette guerre, il y a eu ce qu'on appelle la Nakba. Donc la Nakba, c'est à la fois la constatation du fait que la Palestine a été détruite, mais c'est aussi un processus qui continue jusqu'à nos jours et qui continue de déposséder les Palestiniens de leur propre terre, etc. Ça veut dire Donc, catastrophe en Europe? voilà, c'est Ouais. ça, c'est le terme arabe pour catastrophe. Et il y a eu, donc après 48, il y a eu près de 800 000 Palestiniens qui ont été chassés de leur terre et qui sont devenus réfugiés, donc soit dans la bande de Gaza, soit en Cisjordanie, et plus encore dans les Dans les pays, pays alentours. arabes voisins. Et donc il y a des générations de réfugiés comme ça qui n'ont jamais vu leur terre et qui n'ont pas le droit d'y retourner. Alors que moi, par exemple, qui suis juif, je peux bénéficier du droit au retour. Retour vers où? Retour vers quoi? Ouais, alors c'est une disposition juridique israélienne qui dit que chaque juif, ou même, c'est encore plus pernicieux que ça, chaque personne qui peut justifier d'avoir au moins 2 grands-parents juifs peut devenir citoyen israélien de droit et de fait en un claquement de doigts. Et donc on peut s'installer en Israël comme ça. Alors que les descendants de ces réfugiés de 48, par exemple, n'ont pas du tout ce droit-là. Et tu as parlé de peuple juif. Alors, peuple juif, il y a une dimension religieuse. Et donc, c'est vrai qu'on parle, nous, on parle plutôt d'ailleurs
de Am Israël, donc le Mm. peuple d'Israël, mais au sens biblique, et c'est les communautés juives, etc. Mais la notion de peuple juif comme tout homogène, qui partage la même histoire, qui viendrait de la Judée historique et qui depuis des millénaires pleure pour Jérusalem tous les jours et n'aspirerait qu'à rentrer chez lui finalement, etc. Ça, c'est une création historique totale. Ça, et Mais c'est ouf, hein. Ouais, Parce que moi, j'ai vu un mec genre, il vient d'Australie. Et il a dit, ouais, ma maison à moi, c'est Israël. Ouais. Et donc, non, je suis chez moi. Il a fait une association pour les Israéliens qui se retrouvent pas, genre, et qui sont critiqués et tout. Ouais. En mode de protection et tout. Non, mais après, je veux dire, aussi fou que ce soit, il faut composer avec ça parce que à partir du moment où tu as plus d'une personne qui croit à quelque chose, même si c'est complètement ouf, et ben ça devient une sorte de réalité sociale. Et donc il faut composer avec cette réalité sociale-là. Mais lorsque les Juifs sont arrivés un peu partout en Palestine et puis en Israël du coup après 48, ils ont dû, et surtout les Juifs qui venaient des pays arabes et ou musulmans, on leur a demandé de choisir entre, enfin non, pas de choisir justement, mais d'abandonner leur arabité parce que c'était trop proche de l'ennemi du coup, et d'être que juifs. Et donc on a cassé des siècles et des siècles de culture judéo-arabe et même de culture judéo-européenne finalement au profit d'une nouvelle culture coloniale. Il y a une auteure israélienne alors qui elle a rompu complètement avec Israël et qui ne prononce même plus le mot d'Israël, qui parle juste de la colonie sioniste de Palestine, qui s'appelle Ariela Azoulay, qui a pas mal écrit là-dessus, et du coup je suis désolé, j'ai perdu le fil de ma pensée. Peut-être que ça va me revenir après, je suis désolé, merde. Ouais, qui expliquait en fait que si les descendants des juifs des pays arabes étaient devenus aussi racistes contre les Palestiniens, parce que dans l'opinion publique israélienne, c'est eux qui sont les plus véhéments contre les Palestiniens, c'est parce que pour leur a inculqué la haine d'eux-mêmes, la haine de leur propre arabité, et donc là c'est presque psychanalytique d'ailleurs, et donc ils ont reversé cette haine-là contre les Palestiniens. C'est pas ce que je veux dire sur elle, mais c'est pas grave, tant pis, peut-être que je parlerai d'elle plus tard. Mais donc que faire pour sortir de ça? Déjà, je pense que l'égalité des droits pour tous, indépendamment de l'origine religieuse, ethnique, etc., ce serait déjà une première base. Mais on est dans une situation d'apartheid là-bas, donc on en est encore très loin. D'ailleurs, vu que tu parlais d'Amnesty tout à l'heure, il y a Amnesty qui avait fait beaucoup de débats ici en France, parce qu'ils ont publié un rapport qui documente très bien qu'Israël commet le crime d'apartheid des deux côtés de la ligne verte, c'est-à-dire dans les territoires qu'elle occupe. Et donc ça, c'était su, parce que t'as des routes pour les Juifs, puis t'as des routes pour les Palestiniens, voire t'as rien pour les Palestiniens. Donc là, tu pouvais pas nier, en fait. Mais même au sein d'Israël, il y a plus d'une soixantaine de lois discriminatoires contre les Palestiniens d'Israël, ceux qui n'ont pas été expulsés et qui constituent d'ailleurs près de 20% de la population d'Israël, mais qui sont parqués dans des zones, la Galilée notamment, etc., qui sont très arabes. Et voilà, donc c'est contre ça qu'il faut se battre, du coup. Je remercie Maxime et Candice. Merci. Merci, petit Sam. Pour ce magnifique podcast. Ce fut un plaisir. Et du coup, on se retrouve pour un autre podcast politique. Quand, je sais pas, mais on va se retrouver pour ça.